L'idée de ce film remonte à 3 ans. Une discussion avec un de nos intérimaires soignants qui me faisait part de la difficulté à accueillir une personne en situation de handicap dans un milieu classique de soins MCO. De ça m'est venue très vite l'idée de trouver une façon d'aider nos soignants. Et avant d'aider, il a fallu comprendre, parce qu'on ne peut pas aider sans comprendre. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de spécialistes, mais aussi des familles de patients. Et je me suis rendu compte, les familles de personnes en situation de handicap, que tous ces acteurs avaient énormément de choses à dire, alors que dans les structures de formation, finalement, il existe peu de supports permettant justement de parler de ce sujet. Je souhaite que nos soignants trouvent dans une meilleure capacité à interagir avec leurs patients une source de motivation, parce que nous savons que leur métier est difficile et que toute source de motivation supplémentaire leur permet d'être encore plus capables de prendre soin de leurs patients. Dans la suite des opérations de Géraldine, elle a eu deux opérations de la hanche et puis une grave opération du dos. La première opération de la hanche s'était déjà mal passée, dans le sens où elle a eu un réveil de l'opération un peu agité et violent. Et d'emblée, on a dit elle est agitée et violente parce qu'elle est handicapée, que c'est une sale gosse handicapée. Donc, on l'a bourrée de Terralène et moi, je disais, il faut lui donner des antalgiques. Il y a un constat d'échec, c'est-à-dire on se rend compte que quand on traite une agitation ou de l'agressivité par des sédatifs, on se rend compte qu'on éteint la personne, enfin que la personne devient très ralentie, très somnolente. Mais le but quand même en chirurgie et en médecine, c'est de rendre les gens autonomes. Donc on se rend compte qu'on n'est pas efficace. La réalité du handicap, qui est d'une très grande diversité, quand elle est visible, est quelque chose qui déroute les professionnels du soin. Eux, ils ont l'habitude de raisonner avec des patients lambda, et dont la pathologie est bien située, même par rapport à une localisation organique. Ça, c'est des choses qu'ils savent faire. Vous interviewez n'importe qui va à l'hôpital, le tout venant, tout le monde a des réflexions sur le fait d'avoir été pris pour objet, un numéro de chambre ou une pathologie. Pour les gens qui ne s'expriment pas, ou s'expriment très mal, ou qui ont des troubles du comportement, il est excessivement difficile de s'exprimer à propos de cet état d'objet, et ils subissent encore plus de cette sensation, justement, de n'être pas considérés comme un sujet. Ils sont amenés à croire, à penser qu'ils n'ont pas le temps supplémentaire, effectivement nécessaire, pour que se passe bien le soin qu'ils ont à donner à des personnes en situation de handicap. Et qui, si on le passe, on va le détailler un petit peu, leur faire regagner ce temps qu'ils croient ne pas avoir et qui doit être préliminaire. L'hôpital, où on ne me connaît pas, où on ne prend pas le temps de me connaître et où on ne prend pas le temps de m'informer sur de quoi je souffre et quels traitements vont m'être offerts, l'hôpital me surhandicape parce que il augmente, faute d'information et faute de reconnaissance de personne à personne. Cette cohorte soignante qui ne se présente pas, ce médecin tout seul qui ne dit pas son rôle, cette infirmière, ce psychologue que je découvre comme ça par hasard. Tous sont bien, tous veulent m'aider, mais je ne sais pas qui ils sont. Et surtout, ils ne savent pas quelles sont mes attentes, quelles sont mes angoisses. Le handicap de la personne, c'est la résultante, c'est la conséquence de la déficience et l'incapacité en fonction des outils qu'on donne, en fonction de l'environnement qui existe autour de la personne. Je m'explique. Si une personne a une incapacité à parler, mais qu'elle utilise très bien une synthèse vocale, j'en connais, et qu'elle a à disposition sa synthèse vocale au chevet de son lit, elle va être légèrement handicapée dans sa communication à l'hôpital, mais pas beaucoup.
Vous lui enlevez sa synthèse vocale, elle est carrément très très handicapée à l'hôpital. L'angoisse, celle-là, pas une autre, est augmentée par la situation de handicap et ravive des situations anciennes. Ce qui fait que c'est pas seulement ce qui se passe ici et maintenant, c'est tout ce qu'ils ont passé avant. Et c'est encore plus vrai pour les familles qui accompagnent leur enfant, qui peut être un adulte maintenant, et chez lesquels ça ravive les premiers mots qui leur ont été dits. Quand je vais à l'hôpital avec l'annonce du handicap d'il y a 20 ans, où un médecin il m'a dit « Votre fille, il faut la mettre à la poubelle ». Enfin, il ne m'a pas dit ça, il m'a dit « Il faut l'abandonner ». C'est pareil. Et du coup, tout soignant que je rencontre, que ce soit une aide-soignante, que ce soit une infirmière ou un médecin, redevient potentiellement ce médecin-là d'il y a 20 ans. Et je me dis, c'est vrai que ce n'est pas de chance pour cette infirmière, parce qu'elle, elle est peut-être sympa, mais quand je la rencontre, j'ai cette peur-là, je ne sais pas qui elle est. Peut-être qu'elle va être bien, et peut-être qu'elle ne va pas être bien. Et tant que je n'aurai pas la preuve qu'elle est bien, je vais être suspicieuse. C'est donc bien les deux aspects conjoints, environnement humain et environnement matériel, qui peuvent tenter ensemble de lever les effets du handicap, de diminuer le handicap pour la personne. Au niveau d'une journée infirmière, il y a énormément de travail, hein, c'est bien codifié, elle doit enchaîner les soins les uns après les autres. Et c'est vrai, quand elle est face à un patient qui est agressif ou qui est agité, ça va perturber totalement ses repères et elle va être démunie. Et ce qui risque de se passer, c'est que justement, sa réponse soit de l'agitation et de l'agressivité par rapport à cette personne, ce qui va avoir un effet pervers, c'est-à-dire que ça va provoquer encore plus de l'agitation et de l'agressivité de la part de cette personne. Le vrai risque, c'est non prise en charge de la douleur, voire on pourrait dire des petites maltraitances, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment attentif à ses besoins, et de créer des réelles phobies. Et là, on est dans un cercle vicieux très dangereux, parce que si on a créé des phobies, la confiance ne s'est pas créée, et la défiance va arriver. Et alors, pour tous les soins futurs, ou toutes les prises en charge, ça va être compliqué, et renouer cette confiance va être très, très, très ardu. Pour des personnes qui ont des handicaps physiques, neuromoteurs, par exemple, sévères, qui ont des problèmes de langage, qui parfois n'ont pas de langage verbal ou un langage très difficile à comprendre, on s'aperçoit que du coup, il n'y a pas de communication qui s'établit entre eux comme patients et les soignants. Donc il y a une sorte d'évitement qui peut s'expliquer parce que la communication est compliquée, les gens n'ont pas le mode d'emploi en quelque sorte. Et très souvent, ça aboutit au fait que les soignants s'adressent à une tierce personne qui est là, un membre de la famille, enfin une personne qui vient accompagner. Tous ceux qui ne parlent pas verbalement ou mal sont ressentis comme de grands arriérés, même quand ils ne le sont pas. Et ceux qui le sont, parmi eux il y en a, sont ressentis comme encore plus incapables de comprendre. Donc ce n'est pas la peine, ni de leur parler, ni de les informer. Et tout ça, c'est totalement inexact. J'ai des exemples d'agitation, d'agressivité de patients qui ne pouvaient pas communiquer, qui étaient interprétés comme des problèmes psychiatriques par les soignants. Alors qu'en fait, on connaît, en prise en charge de la douleur, on sait que chez les patients qui sont non communicants, une des manifestations de la douleur, ça peut être l'agitation ou l'agressivité. Maintenir un enfant, l'attacher, lui dire mais arrête, t'es pas sage, les autres ils ont pas mal, mais je comprends pas, on t'a expliqué, et de pas être dans une... Et ça a des répercussions graves, à la fois pour, par exemple, l'enfant lui-même, d'abord parce qu'il a pas... personne n'a envie d'être contenu, et on est emprisonné, et je pense pour les personnes qui vont accompagner cet enfant, parce que du coup ils n'auront plus confiance. On avait bien fait les choses, j'avais pris des photos du service, on avait fait un cahier pour préparer le... Bon, l'anesthésiste, la consultation d'anesthésie s'était bien passée.
L'anesthésiste avait dit pas de problème, on va l'endormir au masque, on met pas d'EMLA, ça va tout bien se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est descendue au bloc, que la consigne n'avait pas été passée à l'équipe et que non seulement elle n'a pas été endormie au masque, mais ils ont voulu la piquer sans EMLA du coup. Elle a probablement, j'étais pas, elle s'est beaucoup débattue, elle a été attachée, probablement engueulée très fort. Et les suites opératoires ont été terribles parce qu'elle était dans un état de terreur. Il y a des suites d'hospitalisation qui se traduisent chez les personnes handicapées. Nous le voyons quand ils reviennent vers nous dans les établissements qui les accueillent. Irrécupérables ou très longues à réparer. Tellement ils se sont sentis déniés dans leur humanité. Pour les soignants, c'est une grande insatisfaction. Voilà, c'est une souffrance pour eux aussi, même si elle n'est pas exprimée ou s'ils n'ont pas la capacité de reprendre ça dans une réunion d'équipe ou de reparler de ça ou au moins d'analyser, parce que les situations difficiles, elles existent toujours. Et on ne peut pas toutes les anticiper. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir ce travail d'équipe qui fait dire on peut y revenir dessus et surtout on se base sur un moment qui a été difficile pour essayer d'éviter que ça se reproduise la fois d'après. La maltraitance, elle résulte finalement d'une sorte de chaîne dans l'organisation des soins qui fait que si le temps est tellement minuté qu'on ne peut pas prendre le temps d'entrer en communication avec la personne, de recueillir un certain nombre d'informations et pour certains gestes, de prendre un petit peu plus de temps que le temps calibré qui permet de faire tout le service avant la relève, etc. Eh bien, la cause de la maltraitance, elle n'est pas à situer dans la personne qui est là et qui est obligée de faire vite, etc., mais dans le système d'organisation des soins. C'est une question éthique qui interroge le fond de la manière dont, par peur humaine, toute humaine et très normale, nous évacuons la personne dans la personne handicapée. Si on veut prendre en charge la douleur, on doit être dans une volonté de demander à cette personne est-ce qu'elle a mal. Déjà, il faut avoir la volonté de le demander avec les outils appropriés. Ensuite, il faut croire ce que cette personne dit et mettre en place un traitement, quelque chose qui est adapté à ça. Et donc ça, je dirais que c'est une vraie révolution, cette attitude-là. Il existe quelques outils pour favoriser l'expression des personnes à l'hôpital et pour favoriser la compréhension de ce qui leur arrive, mais il n'en existe pas beaucoup. Principalement, je ferai référence à l'association Sparadrap et aux posters qui parlent, qui permettent à la personne d'avoir au chevet de son lit ou sur sa porte de chambre d'hôpital des indications résumées sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle peut, ce qu'elle ne peut pas faire et ce qui l'aide. J'avais collé ça au-dessus de son lit et en fait, il ne la regardait pas. Au-dessus de son lit, il ne la regardait pas parce que... Alors du coup, je l'avais collé sur la porte de la chambre. Ils étaient obligés, quand ils rentraient dans la chambre, avant de rentrer dans la chambre, ils voyaient ça. Alors, peut-être qu'ils ne l'ont pas lu, mais au moins quand ils rentraient dans la chambre, ils allaient à la rencontre de quelqu'un. Et alors après, ils osaient lui parler. Après, ils regardaient les photos, ils disaient « Oh, t'as des frères et sœurs, ah, tu es là, tu es en train de faire du ski dans la piscine. » Enfin, ça donnait aux soignants peut-être un outil pour avoir moins peur de Géraldine. Il ne faut pas que ce soit elle que revienne la charge d'expliquer 25 fois à des gens qui succèdent le mode d'emploi de leurs appareils, les précautions à prendre, etc. Bien sûr qu'il y a des initiatives individuelles qui sont formidables, comme par exemple un outil qui a été fait pour une petite fille, simplement expliciter des choses très concrètes. Même si ce n'est pas spécifiquement pour l'hôpital, le fait qu'un personnel soignant sorte un objet comme ça qui appartient à un gamin pour lui dire « je te parle de dormir » ou « je te parle de ta chambre » et je te montre ça en même temps, la petite fille ou le petit enfant ou la personne d'ailleurs adulte qui a une déficience intellectuelle et qui a un cahier comme ça avec elle, se sent beaucoup plus en confiance puisqu'elle sent qu'elle peut sortir le cahier pour dire toute autre chose.
Les outils qui peuvent aider des enfants à informer des enfants handicapés, ce sont tous les documents illustrés, parce que du coup, l'enfant peut se reconnaître et avoir un peu une situation de l'ambiance qu'il va découvrir. C'est aussi utiliser des petits personnages. Il y a des petits personnages Playmobil, il y a les Sylvania qui sont du milieu hospitalier. Et là, l'enfant peut le manipuler. Pareil, on peut lui montrer qu'il va changer d'un endroit à l'autre. Et comme ça, il anticipe un petit peu ou les moments de séparation, justement. Faire prendre connaissance à l'enfant du matériel médical qu'il va découvrir. Typiquement, le masque d'anesthésie, c'est quelque chose qui fait très peur aux enfants. Ils peuvent avoir peur de ne plus pouvoir respirer, de ne plus pouvoir communiquer. Il y a plusieurs types d'évaluation de la douleur. Il y a de l'auto-évaluation, quand la personne est capable de communiquer, comme vous. Je vous demande, est-ce que vous avez mal? Vous êtes capable de me dire, oui, j'ai mal. Je peux même vous demander au niveau qualité, est-ce que vous avez beaucoup mal, douleur faible, douleur forte ou modérée? Quand la personne n'est pas communicante, on ne peut pas servir de ça. Donc on passe en hétéro-évaluation. Celle que j'utilise, moi, en chirurgie, c'est la grille Algo Plus, qui permet de voir par l'observation un petit peu si c'est de la douleur ou pas. Il existe aussi le kit de communication de la PHP. Il est composé en gros de 3 parties. Une partie pictographique d'une 20aine de pictogrammes qui donne aux patients hospitalisés des moyens d'expression très limités, mais de demander des choses importantes comme son dentier, ses lunettes, ses médicaments ou téléphoner à quelqu'un. Un deuxième volet est consacré à un alphabet, un ictémère, un calendrier, des notions de temps, une échelle de douleur, justement, de 4 visages. Et puis la partie centrale est très très novatrice. La partie centrale, elle permet aux médecins de montrer des pictogrammes et des images des questions qu'ils posent systématiquement dans les situations d'urgence et qui permettront donc à la personne de pouvoir donner une réponse sur le même canal, puisque le médecin va pointer l'image en même temps qu'il parle et éventuellement en même temps qu'il mime. Si on vous dit, on sent, on connaît nos enfants quand même. On dit là l'angoisse monte trop, il faut que vous l'emmeniez. Même à la limite, il ne l'aurait pas pris tout de suite, mais il l'aurait emmené sécurisé, un peu cadré, elle l'aurait pas. Mais on nous écoute pas. Il faut surtout s'appuyer sur les proches. Pour les parents si c'est un enfant, pour un proche si c'est une personne adulte, parce que ce sont les seules personnes qui peuvent être les garants ou les porte-paroles par rapport à une situation. Et là, parfois, les soignants sont dans une situation de toute puissance. Ils se trompent, c'est-à-dire en pensant qu'en quelques minutes, ils vont être capables de connaître cette personne-là. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de contre-indication à ce que quelqu'un s'habille pour aller au bloc opératoire et accompagne cette personne vulnérable jusqu'au bloc opératoire, qui est quand même un lieu très agressif. Les attitudes qu'il faudrait avoir, les basiques, c'est d'abord commencer par se présenter et dire qui on est. Prendre le temps d'apprivoiser cet enfant, c'est-à-dire de ne pas le voir comme une personne handicapée qui vient pour un soin, mais comme une personne. Et pour la voir comme une personne, ça veut dire avoir un minimum d'informations sur elle et de créer une relation. Et ensuite seulement, alors l'avoir informée, on en a parlé, et ensuite aller seulement dans la situation du soin. Les patients, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, quand ils viennent, surtout quand on accueille un patient, l'important, c'est de le rassurer en lui disant, voilà, ici, on prend en charge la douleur, on va vous écouter. Donc, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez des questions particulières, on est là pour ça, on est là pour en parler. Et je crois que sur une personne non communicante ou vulnérable, il faut agir exactement pareil. Le personnel soignant a besoin, si on veut rétablir une communication à peu près harmonieuse, de prendre beaucoup plus de temps pour les explications, de se pencher, de faire attention à l'attitude, encore plus qu'avec la personne valide, de parler lentement, simplement, sans jargon médical. Si une personne fait beaucoup de bruit, plus on va parler doucement, plus la personne va essayer finalement de faire moins de bruit pour essayer de nous entendre. Donc ça ne sert à rien de crier plus fort que lui, bien au contraire, il faut essayer de parler doucement et il va naturellement essayer d'écouter. C'est extraordinaire comment une personne accueillie et informée va réussir à maîtriser ses pulsions ou aura des pulsions beaucoup moins violentes. Il n'y a pas que les actes techniques
qui mérite d'être professionnalisé, il y a tout l'environnement des actes techniques qui doit l'être pour que les soins puissent avoir leur véritable efficacité avec tous les patients, quels qu'ils soient. Il faut prendre conscience que le minimum, c'est que les formations préparent à la rencontre humaine qu'est la rencontre de soins, à la compréhension d'autrui qu'on doit soigner mais qu'on doit comprendre et respecter. Ça passe par le verbe, effectivement, son information simple et qu'il comprend toujours. Et qui apaise ce qui fait le plus peur au milieu hospitalier comme aux autres, les troubles du comportement. Rendre attentifs les soignants et le personnel médical en général à renforcer, à améliorer leur propre expression, à la ralentir et à l'améliorer, tout en gardant de l'empathie, un accordage, une attention de tous les instants, parce que c'est très important, pour mieux s'expliquer. Soyez critique par rapport à votre pratique et surtout soyez dans la relation avec l'autre. Ne plaquez pas des choses toutes faites et essayez de regarder la personne que vous avez en face. Elle vous envoie tellement de choses. Ce changement d'attitude, il va se faire auprès des quelques soignants qui sont déjà convaincus. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc il faut que la pression, elle vienne aussi, doucement, mais des usagers qui disent et qui prouvent qu'ils peuvent être aidants. Les pratiques, elles changent quand les deux protagonistes vont dans le même sens. Chaque nouvelle élève infirmière, chaque nouvelle élève soignante, elle est de nouveau à convaincre que la personne handicapée, c'est une personne. Vous voyez, c'est jamais gagné pour la vie, parce que c'est chaque fois une personne à la fois. Et c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que peut-être que la loi, peut-être que l'évolution de la société fait que les choses bougent, mais qu'il faudra toujours convaincre les personnes une par une que ma fille, c'est quelqu'un.